Ouh. Bergères et bergers, bienvenue dans ma prairie, immense espace de liberté chérie. Ici, on libère la parole autour de la sexualité. On banalise, on échange et on construit un univers où les frustrations disparaissent. Des fois en interview, en investigation, des retours d'expérience ou des chroniques. On se mettra bien, quoi qu'il arrive, et avec un peu de musique. Alors installez-vous confortablement et découvrez un nouvel épisode du Sexe est dans le pré. Et aujourd'hui, je reçois Viola Fettori, dominatrice SM. Est-ce que pour commencer, tu peux nous dire d'où te vient ce nom de Viola Fettori ? Je l'ai choisi après un bon brainstorming parce que je voulais quelque chose qui me ressemble, qui me plaise, que j'assume longtemps et qui soit intelligent quand même, que les références soient intelligentes. Alors Viola, je trouve que ça sonne bien et puis c'est référence à la violence pour moi. Et puis je trouve que c'est un prénom féminin, donc il me plaisait. Fettori, le début F-E-T, ça fait référence au fétichisme, et la fin, ça fait référence à Élisabeth de Báthory, qui était une comtesse très sanglante. Dominatrice, elle le savait pas, mais oui, elle l'était certainement. C'était quelqu'un de très méchant et qui n'était pas, qui n'a rien à voir avec le SM d'aujourd'hui où le consentement est très important. Elle aimait prendre des bains de sang. Et donc ça me ressemble assez dans le sens où je suis assez fétichiste du sang. Voilà. D'accord. Et c'est pas forcément quelque chose de courant. Qu'est-ce qu'une dominatrice pro ? Une dominatrice professionnelle, c'est une femme qui fait payer ses services de domination en séance réelle ou en séance virtuelle ou au travers de la vente de ses vidéos. On va pouvoir trouver des dominatrices qui vont être plutôt qui vont préférer la relation déesse, qui vont être plus humiliatrices. Moi, par exemple, je suis pas très humiliatrice. J'aime pas. J'insulte très peu en séance. C'est pas quelque chose qui me ressemble. Par contre, je suis SM, donc j'aime le sadomasochisme. Ça veut dire que j'aime faire mal. Je propose des séances réelles qu'on définit au préalable avec le soumis, c'est-à-dire que lui, il va me donner ses limites. Alors moi, je leur demande leurs limites, leurs pratiques habituelles et les pratiques qui pourraient leur plaire mais qu'ils n'ont jamais essayé. Donc les limites sont formelles et infranchissables. Ça, c'est le consentement. Pendant la séance, on a... Ça dépend encore une fois de la dominatrice ou dominant d'ailleurs. Moi par exemple, je vais utiliser plusieurs choses. Je vais utiliser un safe word. Donc c'est le mot qui va stopper la séance si le soumis se sent pas bien dans la pratique qu'il est en train de subir. Après, on peut utiliser également des codes couleurs. Par exemple, c'est quelle couleur là ? Là c'est vert, donc là c'est vert, on peut y aller. Orange, rouge, alors il y en a qui s'arrêtent au rouge. Si c'est rouge, on stoppe. Il y a d'autres personnes qui vont jusqu'au noir, ça veut dire que le rouge, il faut arrêter là, il faut redescendre, tranquille. Ouais. mais on peut continuer la séance, et le noir, ça va être on stoppe la séance parce que là c'est émotionnellement trop difficile à encaisser ou physiquement trop difficile. Tout dépend de la personne. Est-ce que ça fait longtemps qu'il joue dans le milieu ou pas ? S'il a son safe word, moi je ne vois aucun inconvénient à ce qu'il garde son safe word. Ça sera toujours plus facile si c'est un safe word qu'il a lui déjà depuis longtemps, il va le sortir plus facilement. Si le truc c'est hyper compliqué et qu'il se dit mince, c'est quoi le safe word ? J'arrive pas à arrêter la séance, c'est pas très pratique quoi. Donc tout dépend de la personne, mais en général moi j'utilise des safe words assez simples, comme ça, comme pitié, voilà, oui. Pitié, bon ok on arrête, ou les codes couleurs. Les codes couleurs c'est quand même pas mal. Donc juste pour être sûr, le soumis c'est celui qui aime se soumettre, se faire dominer, et le maso c'est celui qui aime se faire mal ? C'est ça, ouais. C'est exactement ça, okay. Voilà. Et on a aussi le soumis qui est maso.
oui, c'est mes préférés. Ceux-là, c'est mes préférés parce qu'on peut tout faire avec eux. On peut avoir une relation déesse, donc le dominer, lui imposer nos règles, voilà. Et puis, en plus, pratiquer le SM, donc lui faire mal. Donc ceux-là, c'est mes préférés. Qu'est-ce qu'on te demande le plus? Alors le plus, malheureusement pour moi, ça va être le fétichisme des pieds. C'est très courant, alors c'est pas du tout mon truc à moi, donc en général, si j'ai pas quelque chose qui me plaît plus, je refuse. Le but c'est qu'il vénère nos pieds, donc ça va être des pratiques autour de nos pieds. Donc il y a des pratiques très soft, qui moi me plaisent moins forcément parce que je suis une dominatrice SM, comme se faire lécher les pieds, se faire renifler les pieds. Je sais pas, par exemple, il y a des choses assez courantes, ça va être d'écraser de la nourriture avec ses pieds puis de lui faire lécher. Mais après, ça peut être aussi du ball busting où là, on va lui mettre des coups dans les parties. Donc là, ça commence à me plaire un peu plus. Parce que ça fait un peu plus mal. On a le trampling, par exemple, où là, on va lui grimper dessus et marcher sur lui. Attention, parce que ça peut être dangereux parfois. Faut pas lui filer une côte, quoi. Ce serait dommage. C'est des choses qu'on apprend, il ne faut pas se lancer en se disant « ouais, je vais lui sauter sur le torse ». Non, je veux dire, moi j'ai quand même échangé beaucoup, j'ai regardé beaucoup, j'ai beaucoup observé. Voilà, on ne se lance pas là-dedans en se disant « chouette, on va bien s'amuser ». Et puis après, ça peut être risqué, quoi. Et il y a tous les jours dans les hôpitaux, des gens qui viennent parce que y a une pratique SM qui s'est mal passée, quoi. Ah oui. Oui. Notamment au niveau des pratiques, au niveau de l'anal. Ils aiment bien se rentrer des trucs improbables dans les fesses. Et ça finit parfois à l'hôpital. Voilà. En fait, il n'y a tellement pas de cadre juridique qu'on peut, finalement, on exerce un petit peu comme on veut. Par contre, moi, j'ai fait la démarche de me former. J'ai fait la formation hygiène et salubrité que font les tatoueurs et les perceurs. Et je trouvais que c'était c'était pertinent, quoi, de faire cette formation-là. Et surtout très important parce que j'ai pas envie que mes petits masos... alors, ils souffrent en séance, d'accord, ça, ok. Mais il faut pas... bonne et due forme. Mais voilà, pas de complications, pas d'infections. Et c'est très important de pratiquer dans l'hygiène, dans les règles de l'art, quoi. Je veux dire, c'est quand même des pratiques particulières et qui demandent de l'attention. Et je trouvais que c'était important que je fasse cette formation. Au départ, j'ai dit que j'étais... photographe performeuse pour pas choquer l'assemblée, ce qui n'était pas faux, donc je l'ai amené comme ça et puis petit à petit on en a discuté. Donc c'était marrant parce qu'en fait dans ces formations là on a aussi des esthéticiennes qui font le microblading, donc on avait deux univers différents et donc ils ont tous été très curieux de savoir ce que je faisais et puis petit à petit on se rapproche et puis j'ai un peu parlé de mon activité et ça a été beaucoup de curiosité et puis très bien accueilli finalement. Donc c'est super parce que ça montre que finalement ça évolue et qu'on n'est plus vu comme des gens malsains. Ça fait plaisir, ouais, c'est vraiment bien qu'enfin ça puisse devenir quelque chose de plus banalisé. Voilà, banalisé. On a quand même des mœurs judéo-chrétiennes qui sont encore très présentes et donc c'est difficile d'assumer aujourd'hui des sexualités alternatives. Donc je pense que ça vient de là. Si c'est aussi tabou, c'est parce que c'est pas dans les mœurs. Donc les gens n'assument pas forcément leurs désirs. Alors même si on a compris que tu t'adaptes selon le client, ce serait quoi ton service préféré? Mon préféré, c'est difficile comme question. Alors déjà, je m'adapte oui et non. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je ne fais pas du tout parce qu'elles ne me plaisent pas du tout. Alors mes pratiques préférées, donc moi c'est tout ce qui est médical, le medical play. Ça va être la pose d'aiguille. Ça va être de la scarification, c'est tout ce qui est très sanglant, parce que moi j'adore le sang, je suis carrément fétichiste du sang.
Visuellement, en fait, c'est très beau et c'est vrai que moi, j'aime bien mêler quelque chose d'assez esthétique, artistique à mes... Je leur dis souvent que c'est mes toiles, quoi. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Mon premier métier, c'est photographe. Okay. Donc je mélange mes deux passions. En fait, j'ai 2 métiers passions et je peux les mêler et c'est hyper intéressant. Enfin, moi, j'adore, hein, forcément. Donc c'est ça que j'aime beaucoup dans le medical play. Et sinon, j'aime aussi beaucoup l'impact. Donc la pratique de l'impact, notamment le fouet. L'impact, c'est tout ce qui va impacter le corps. Okay. Donc moi, j'adore le fouet. J'aime beaucoup la canne qui fait assez mal. Canne, badine, ce genre de pratique. Une badine, c'est une petite tige en bois. Ouais. La canne, elle va être un peu plus lourde et un peu plus dense. Et elle va faire un peu plus mal. Où est-ce que tu te procures tes objets, justement ? Est-ce que tu as un créateur préféré ou une marque à recommander ? Moi, c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait, je suis végane. Donc, je n'utilise pas de cuir. Et c'est vrai que dans le SM, on retrouve beaucoup d'objets en cuir. D'ailleurs, il y a beaucoup de fétichistes du cuir aussi. Donc, j'essaie de me dégoter des petits créateurs qui font ça sans cuir. Mais j'ai pas une personne attitrée pour faire mes créations. En fait, chaque artisan parce que la plupart du temps, c'est des petits artisans. Hein, c'est pas hyper industrialisé. Dans le SM, on n'a pas trop le choix. Hein, c'est pas hyper. Si on veut des choses de qualité qui sont pas les jouets des sex shops, on est obligé d'aller voir les artisans qui sont tous en général des passionnés de BDSM. Donc voilà, je chine un peu les artisans. Cet été, je me suis offert un fouet en paracorde, du coup, magnifique fouet que j'adore. Voilà, et puis c'est surtout des petits créateurs qu'on chine, notamment sur Etsy. Il y a des très, très belles choses à chiner là-bas. D'accord. Et alors, qu'est-ce que ressentent tes clients ? Je crois que c'est très personnel. Chaque client ressent Chaque client a sa propre démarche, déjà. Par exemple, sur quelqu'un qui va être purement maso, lui, il vient chercher de la douleur, quoi. Donc ça va être beaucoup d'adrénaline, jusqu'à possiblement atteindre le subspace. Ça va être un état c'est comme un shoot, il paraît que c'est génial. C'est l'extase. Et toi d'ailleurs, tu as déjà été à cette place de soumise avant ? C'était ma démarche au départ, c'est-à-dire que moi, j'avais ce désir de soumission, de me soumettre il y a quelques années. Donc j'ai assouvi ces désirs-là et ce sont ces désirs-là qui se sont transformés en désirs de domination. Je dois dire que ça s'est transformé comme ça parce que j'étais très déçue des dominants qui m'apportaient pas ce que je recherchais. Donc je me suis dit pourquoi pas switcher, parce qu'on appelle ça switcher. Et de ton côté, à l'inverse, qu'est-ce que tu ressens ? Est-ce que le fait de préparer une séance déjà, c'est excitant pour toi ? C'est très très excitant, oui, c'est très... là, par exemple, j'étais en train de boire un verre avec une amie et on est en train de prévoir un week-end avec nos soumis respectifs. Donc ça, c'est en lifestyle, c'est en dehors du travail, parce que je suis aussi dominatrice lifestyle. Ça fait partie de ma vie tout le temps, en fait. Hein. J'ai mon petit soumis qui, lui, ne me paye pas et c'est mon soumis. Et donc, là, on était déjà tout excités à l'idée de partir en week-end. Donc, c'est beaucoup d'excitation, c'est beaucoup de joie, c'est beaucoup de rire aussi, il faut le dire. On rit beaucoup en séance, surtout quand on est entre copines, entre dominas avec nos petits soumis. On rit beaucoup, mais je ris aussi beaucoup avec mes soumis. Hein. Je suis une dominatrice assez moqueuse, donc pas humiliatrice, mais moqueuse. Puis c'est des relations humaines avant tout, donc c'est important que ce soit... moi, je suis pas une dominatrice très protocolaire, austère, etc. J'aime que ce soit... que ce soit que ce soit fait dans la bonne humeur quand même, sauf s'ils font une grosse bêtise et que là je les punis. Et en général on n'aime pas punir, hein. On utilise souvent ce mot à tout va, punition. Moi ça m'agace assez parce que on n'est pas censé punir
nos soumis. Si on les punit, c'est qu'ils ont fait une bêtise et on n'aime pas qu'ils aient fait des bêtises. Alors en séance, on peut être très dur, mais là, c'est parce qu'on est en train d'assouvir un désir de sadisme. Et souvent, eux sont maso, donc ils prennent du plaisir à ça. Mais décevoir sa maîtresse et être puni, ça peut pas être un plaisir. Tu parlais de dominal lifestyle. Est-ce que ta pratique a changé d'autres choses dans ta vie de tous les jours ? Oui, bien sûr. Quand on se trouve, on est soulagé. Je trouve que c'est le bon terme. C'est un soulagement dans un sens. C'est mais ça y est, je me reconnais en fait. Ouais. Ça y est, mais c'est ça que j'aime quoi. Ah ouais, donc en fait, tout ce temps-là, je cherchais et puis je me disais qu'il me manquait quelque chose et puis là, je l'ai trouvé et ça fait un bien fou quoi. En quoi est-ce que le BDSM c'est considéré comme une pratique sexuelle ? Parce que de tout ce que tu dis, ça semble être loin des stéréotypes hétéronormés. C'est une pratique sexuelle parce qu'il y a un désir, il y a quand même un désir érotique à tout ça. Je veux dire, même si je suis là en train de fouetter le dos d'un soumis, lui, il a ce désir de se soumettre et ça l'excite. Ou il a ce désir de souffrir entre les mains d'une méchante dominatrice sexy. Et ça reste très sexuel, même s'il n'y a pas de pénétration, il n'y a pas d'acte sexuel comme on l'entend. Donc, ça reste des pratiques sexuelles, mais c'est vraiment cérébral. Par exemple, je ne sais pas si je fouette j'ai des masos qui bandent quand je les fouette, quoi. La dernière fois, j'ai mis une aiguille dans le gland. Le mec, il bandait parce que... Oh là là, tout se sent... parce qu'une aiguille dans le gland, ça, il faut savoir que ça... c'est assez impressionnant, en fait. Une fois qu'on la retire, ça gicle du sang partout. D'accord. Comme j'aime. Et il bandait parce que pour lui, c'est une excitation. Voir du sang, ça l'excite. Voilà, en fait, c'est pas une pratique sexuelle, mais c'est devenu... c'est comme le fétichisme en fait. On sexualise un objet ou une pratique qui ne l'est pas forcément, qui ne l'est pas dans le commun des mortels. Dans le commun des mortels. Voilà, ouais. Comme un pied ou comme le sang ou qu'est-ce qu'on peut être fétichiste de tellement de choses, des couches. Non, il y en a beaucoup parce qu'il y a aussi tout un pendant ce qu'on appelle l'ABDL. Donc je pratique pas du tout l'ABDL moi, mais c'est les pratiques autour de l'infantilisation. Voilà, on va avoir un soumis qui tout d'un coup devient un bébé, porte une couche, prend le biberon, la tétée, et puis est puni. Quand je dis puni, là, c'est vraiment dans le cadre du jeu. Faut nuancer la punition. Oui, en fonction des envies de... La vraie punition de la punition de jeu. Et donc là, dans la BDL, il est puni parce que, on invente une bêtise. Mais bon, ça, c'est pas du tout mon domaine. Mais voilà, pour en revenir au fait que tout peut être finalement sexualisé. On peut être fétichiste d'un peu tout, quoi. Alors, avant qu'on commence à enregistrer, tu me parlais de l'aftercare, qui est ta façon de terminer une séance. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Alors, en fait, l'aftercare, c'est... donc après une séance... notamment quand la séance a été un peu dure, un peu violente, eh bien on va venir par exemple entourer notre soumis d'une couverture et puis le réconforter un petit peu et puis lui dire que c'est bien, il s'est bien comporté, voilà, le rassurer, puis le faire sortir tout doucement de cette séance parce que c'est vrai que c'est quand même des moments très intenses. Et revenir à la réalité très brutalement, c'est pas très agréable. Donc c'est important, même pour sa psychologie, de réaliser un aftercare après une séance. Parce que ça peut être violent, quoi. Et donc s'il n'y a pas ce moment de réconfort et puis de retour à la réalité en douceur, ça peut être assez déstabilisant, voire traumatisant. Hein. Et donc, au-delà des séances en réel, tu es aussi sur le net ? Le virtuel, je m'y suis mise un peu à cause du Covid. Donc voilà, donc je me suis mise au virtuel et notamment sur ce site qui s'appelle Ventaculotte. Voilà, donc sur ce site, on peut y trouver pas mal de choses. Moi, personnellement, j'y vends mes vidéos. Des vidéos de séances que je réalise avec certains de mes soumis ou masos, plutôt des masos, puisque moi je suis une dominatrice SM.
Et au niveau prix, comment tu fixes tes tarifs? Alors, c'est très varié, ça dépend du contenu, ça dépend de ce que je vends. Si c'est une vidéo que je vends, la vidéo d'une séance, ça va varier suivant la qualité de la vidéo. Est-ce que je l'ai réalisée avec un professionnel ou pas? Parce que j'ai un cadreur, donc ces vidéos-là sont de qualité, donc je les vends plus cher. Les prix dépendent aussi de la durée. Si je fais une vidéo de 20 minutes, elle ne sera pas au même prix qu'une vidéo de 2 minutes, évidemment. Bien sûr, ouais. Elle dépend aussi de la pratique. Est-ce que c'est quelque chose de très soft et de très courant? Là, ce sera moins cher qu'une pratique très particulière. C'est un peu tout ça. Après, il y a les séances, par exemple. La séance, ça va dépendre de la durée. Eh oui. Plus la séance sera longue, évidemment, plus elle sera chère. Alors les TDS, travailleuses ou travailleurs du sexe, comment ça se passe? Est-ce que vous avez une forme de protection? Alors, en France, c'est vraiment compliqué. C'est compliqué parce que la pute est très, très stigmatisée, elle continue de l'être. On n'a aucun politique qui est avec nous, clairement. Donc on est carrément dans... Oui, alors que c'est très hypocrite, hein, on existe depuis toujours et on existera pour toujours en fait. C'est évident. Donc en France, c'est un peu le flou, c'est-à-dire que les clients n'ont pas le droit de nous payer, mais on a le droit d'exercer. C'est très hypocrite en fait, c'est-à-dire qu'ils vont nos clients risquent des amendes, d'être condamnés pour ça, mais nous on risque rien en pratiquant, sauf pour le racolage qui est interdit. Donc le souci c'est que on est complètement laissé de côté, il n'y a aucun cadre pour nous, donc aucune sécurité. Donc moi j'ai encore la chance de travailler. Rien du tout, quoi. Je veux dire, quand on est TDS, déjà en fait on est tellement stigmatisé que c'est compliqué de vivre en tant que TDS en France, c'est-à-dire aller demander un crédit à la banque avec un statut de travailleuse indépendante, ça s'appelle, c'est comme ça, c'est le nom du statut. Ouais. Ça va être compliqué, on est vraiment très mal vu. Donc c'est très compliqué. Et moi, c'est ce que j'allais dire, j'ai encore la chance de travailler via des plateformes internet. Donc on n'est pas dans la rue, quoi. Là, par exemple, pendant le confinement, il n'y a rien. Rien n'est fait pour une travailleuse du sexe, quoi. Donc c'est très compliqué. On aurait un statut et ce serait légal. On pourrait s'associer, on pourrait, comme en Allemagne où il y a des studios et où on peut louer les studios et puis travailler dans ces studios. Ils s'appellent ça des studios, hein, c'est des donjons. Voilà. On dirait qu'il y a un côté très romanesque dans le BDSM. Genre le donjon, la comtesse. Est-ce que c'est propre à ton univers ou c'est commun à toutes les dominas? Oui, ça dépend vraiment de ton univers, quoi. Alors c'est vrai qu'on appelle ça un donjon, ça c'est sûr. Le terme pour le lieu où on pratique la domination s'appelle un donjon. Et puis il y a beaucoup de femmes qui se font appeler reines ou c'est vrai. Mais c'est pas nécessairement, c'est pas le cas pour tout le monde, quoi. C'est vraiment, ça dépend de l'univers de chaque dom. Il y a plein d'univers différents. C'est d'ailleurs ça qui est génial dans le SM, dans le BDSM, c'est que c'est tellement varié qu'il y a plein d'univers différents à découvrir. Combien de temps tu comptes exercer? Toute ma vie, je pense. En tout cas, en tant que en lifestyle, je pense que ça sera pour toujours. J'ai trouvé ma sexualité déjà. D'accord. Et ça, c'est bien. Et puis au niveau de combien de temps je vais pratiquer ça au niveau professionnel, je dirais que plus on prend de l'âge, plus on se bonifie dans la domination. C'est pas comme une escort girl qui va vieillir et perdre des clients, c'est presque l'inverse, parce que une dominatrice qui pratique depuis 10 ans, elle a beaucoup plus de connaissances, elle a soit sa domination, on a beau avoir des clients, on a quand même une relation DS avant tout, donc
même s'ils nous payent, la relation DS existe, donc ils nous appartiennent pour certains. Voilà. Après, vraiment, chaque dominatrice a son système. Enfin, il y a des personnes qui ne proposent pas du tout d'appartenance aux clients. Donc, je pense que j'exercerai encore très longtemps. Enfin, pour moi, c'est le métier que je ferai jusqu'à ma retraite, quoi. Je l'espère en tout cas. Et c'est vrai qu'on a moins ce rapport à l'âge qui est compliqué en étant dominatrice, parce qu'on peut être âgée et pourtant encore très demandée. Je pense à Jeanne de Berg, par exemple, qui est une dominatrice qui a plus de 86 ans, je crois, qu'elle a, et elle a toujours des soumis. Enfin bon, c'est une grande dame, hein, mais voilà, c'est infini la domination. Est-ce que tu peux nous raconter ton meilleur souvenir ? Certainement mes premières fois, mon premier bain de sang. Bon, alors je me suis pas baignée dans un bain. Les premières fois, c'est magique. Voilà, la première fois où j'ai posé une aiguille, où j'ai cloué un scrotum. Toutes ces premières fois-là sont magiques parce que j'avais les yeux qui pétillaient. Voilà, c'était vraiment waouh, mais j'adore, quoi. C'est vraiment ça que j'aime, en fait. Et forcément, elles sont toutes magiques, ces premières fois-là. Si je devais raconter un souvenir, un de mes meilleurs souvenirs, il est assez récent. Par exemple, je suis partie en Allemagne cette année dans une association BDSM allemande, et c'était magique, quoi, parce que c'était une maison complètement adaptée à nos pratiques, et c'était pleine de donjons. C'est un donjon à elle toute seule. C'était incroyable. Il y a des infrastructures dehors un peu partout, des granges, des granges ou des cachots. On peut mettre les soumis partout. Et puis c'était du roleplay, donc les soumis étaient prisonniers, donc c'était vraiment une vraie prison avec vraiment, tout était. Moi j'étais Evil Doctor, forcément, et donc c'est hyper bien organisé à l'allemande. Et on s'y croit vraiment, quoi. Par exemple, les soumis le matin sont réveillés à 7h par les gardiens, on les emmène sac sur la tête se doucher à l'eau froide. Enfin voilà, c'est vraiment immersion totale, et pour la dominatrice aussi. Donc c'est génial, quoi. C'était vraiment une super expérience. Tu as l'impression qu'il y a des pays où c'est plus développé ou plus accepté ? C'est vrai qu'en Allemagne, en Angleterre, en Pologne, le SM, donc là vraiment la partie SM, est beaucoup plus développée et beaucoup mieux acceptée. Pourquoi ? Je ne sais pas si c'est l'histoire du pays, si c'est nous les Français qui sommes un peu coincés. Je saurais pas l'expliquer, mais c'est vrai que moi, par exemple, dans mes pratiques en France, je suis pas forcément la mieux vue, même dans le milieu. Je veux dire, j'ai mes détracteurs, hein, parce que je suis une sadique et qu'on a du mal à comprendre les sadiques qui en plus aiment autant le sang que moi. Donc je sais pas si c'est la loi je dirais pas que c'est une question de marché, mais forcément c'est lié, mais en tout cas on est plutôt soft en France. Si j'ai une remarque à faire, c'est qu'on est plutôt soft en France. Beaucoup de fétichistes, pas beaucoup de soirées SM. Les soirées françaises sont des soirées fétiches plutôt que SM. Merci pour tout. Est-ce que tu aurais un message pour la fin ? Le message, ce serait peut-être de pourquoi pas venir découvrir déjà, venir nous rencontrer. On n'est pas des gens forcément malsains. Un autre message, ce serait quand même d'être prudent si on a envie d'essayer tout ça. Parce que une séance, ça peut être choquant, ça peut être traumatisant. On ne plante pas des aiguilles si on n'a pas appris à le faire. On ne fouette pas si on n'a pas appris à le faire, parce qu'il y a des endroits qui sont quand même sensibles. Voilà, c'est prudence, consentement, et on joue de manière safe. C'est hyper important. Merci pour tout, Viola, et à bientôt. Mais merci à toi. Retrouvez-moi sur les réseaux, sur Instagram, Lety, Laety, avec un point entre chaque lettre. À bientôt.